Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Laurine et le laboratoire L'Humain pour leur accueil et leur invitation. C'est toujours une belle opportunité d'échanger avec des professionnels passionnés et des esprits curieux. Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais présenter quelques travaux de recherche que j'ai menés dans le cadre de ma thèse, qui portaient sur la conception ergonomique d'un jeu sérieux d'aide à l'apprentissage de la lecture en arabe. D'abord, ce travail était en fait mené dans le laboratoire L'Humain, car j'étais une ancienne doctorante du laboratoire L'Humain. Alors, pour commencer, je vais aborder les contextes dans lesquels s'inscrivent ce travail de thèse. Euh, Au monde, les difficultés liées à l'apprentissage constituent un sérieux problème qui touche de nombreux enfants. Les troubles spécifiques d'apprentissage touchent 5 à 15% de la population d'âge scolaire, dont la dyslexie concerne 10 à 15%. Au Maroc, l'Association marocaine des difficultés et des troubles d'apprentissage à Casablanca signale qu'entre 12 à 13% des enfants marocains ont des difficultés d'apprentissage de la lecture dyslexie. Donc, face à cet enjeu sociétal, les politiques étatiques et éducatives commencent à accorder un intérêt à ce phénomène. De son côté, la communauté scientifique déploie des efforts pour concevoir et développer des outils technologiques visant l'inclusion scolaire de ces enfants. En effet, les résultats des études précédentes ou bien en cours sont assez encourageants et mettent en lumière que le numérique ouvre des perspectives intéressantes dans ce domaine. Par ailleurs, la revue de la littérature nous a permis de mettre en évidence deux constats scientifiques. Le premier constat, qu'il y a peu d'études s'intéressant à la participation des professionnels de la santé, notamment les orthophonistes, et des élèves porteurs de troubles spécifiques d'apprentissage au processus de conception d'un jeu sérieux. Et le deuxième constat, qu'il y a très peu d'études dans le contexte, notamment marocain, même si je n'ai pas trouvé dans d'autres contextes, portant sur les facteurs d'acceptabilité des jeux sérieux d'aide à l'apprentissage de la lecture en arabe par des élèves dyslexiques. Et on sait très bien dans la littérature scientifique, pour qu'une technologie soit efficiente et efficace, il faut d'abord qu'elle soit acceptable. Alors, notre objectif général était de répondre à la question de recherche suivante. Quels sont les déterminants de l'acceptabilité d'un jeu sérieux d'aide à l'apprentissage de la lecture en arabe par des élèves dyslexiques? Et notre question spécifique, quelles sont les dimensions qui doivent être prises en compte lors de la conception et l'utilisation des jeux sérieux par des élèves dyslexiques? Alors, je vais passer maintenant au fondement théorique de ce travail. Donc, tout d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est quoi la définition d'un jeu sérieux? Alors, un jeu sérieux, c'est une application informatique dont l'intention initiale est de combiner avec cohérence à la fois des aspects utilitaires sérieux et tels que l'enseignement, l'apprentissage, avec des ressorts ludiques issus des jeux vidéo, donc video games. Donc, on peut tout simplement résumer la définition d'un jeu sérieux comme un scénario pédagogique qui reflète la dimension sérieuse, plus le jeu vidéo qui reflète la dimension ludique. Alors, l'un des champs d'application des jeux sérieux, c'est notamment l'inclusion des élèves ayant des troubles spécifiques d'apprentissage. Donc, déjà, un trouble spécifique d'apprentissage, ce sont des troubles durables et persistants qui touchent plusieurs fonctions cognitives. Donc, ces troubles touchent notamment les apprentissages scolaires. Alors, on peut différencier entre les troubles de communication, langage oral, la dysphasie, troubles de la lecture et du langage écrit comme la dyslexie et la dysorthographie, troubles de l'acquisition des coordinations comme la dyspraxie et la dysgraphie, et le trouble de l'acquisition des activités numériques, la dyscalculie. Donc, dans le cadre de ce travail ou bien dans ce contexte, nous avons choisi de nous intéresser à une catégorie spécifique d'utilisateurs. Donc, c'est notamment
les élèves dyslexiques qui représentent un enjeu sociétal. Donc, la dyslexie, c'est un trouble spécifique d'apprentissage qui se manifeste par des difficultés au niveau de la lecture, donc une lenteur extrême, par exemple, au niveau de la lecture, une lecture, je peux dire, hésitante et saccadée, des problèmes au niveau de l'écriture, c'est notamment ça souvent au niveau de l'orthographe, des problèmes de compréhension et des problèmes au niveau de la mémoire à court terme ou bien la mémoire du travail. Alors là, je vais présenter un petit peu les manifestations de la dyslexie avec des petites comparaisons avec le français, sachant que la dyslexie est différente d'une langue à l'autre. Donc, par exemple, en arabe, on a la confusion des lettres ayant une forme similaire. Par exemple, là, j'ai trois lettres, ha, jim, ha. Donc, elles ont la même forme, mais on peut différencier entre eux seulement par la position du point au-dessous de la lettre. En français, par exemple, c'est le B et le D. Confusion des lettres ayant des sens similaires. Donc là, j'ai trois lettres, Fa, Sin, Sad. En français, c'est par exemple le F et le V. Des inversions. Donc, par exemple, Hebron pour Bahron, donc c'est encre et mer. Et là, c'est en français, lion pour loin. Des omissions, des additions et des substitutions. Et il y a d'autres manifestations de la dyslexie en arabe, c'est notamment en arabe, on a les voyelles courtes et on a les voyelles longues. Par exemple, j'ai I, donc c'est une voyelle courte, mais je veux une voyelle qui est un peu longue, je dois allonger. C'est I, par exemple, mi, donc voilà. Et il y a aussi la confusion de la position de la lettre dans le mot isolé, initial, médiane et final. Donc on n'a pas la même écriture selon la position de la lettre. Et aussi, on n'a pas, par exemple, les majuscules qui existent, par exemple, dans le français. Alors, les travaux de recherche dans ce tableau, en fait, ils partagent un objectif commun. Donc, c'est de proposer des outils ou bien des jeux sérieux d'aide à l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est dans différentes langues et dans différents pays. Cependant, deux constats scientifiques semblent ressortir. Donc, déjà, ces études ne détaillent pas le processus de conception et les utilisateurs ou bien aussi les orthophonistes sont souvent impliqués en tant que testeurs. Et le deuxième constat, que ces études, en fait, elles se basent notamment sur le ressenti et la satisfaction des utilisateurs après l'utilisation. Ceci nous amène à aborder un point très important sur les méthodes de conception. Donc, je peux dire que déjà, les jeux sérieux ne sont pas des dispositifs faciles à concevoir et à développer. Donc, il est nécessaire d'équilibrer entre les dimensions pédagogiques et les dimensions ludiques, ce qui nécessite différentes expertises. Donc, dans le cadre de ce travail de recherche, nous nous sommes appuyés sur la démarche de conception participative qui vise à impliquer différentes expertises, y compris les utilisateurs finaux, tout au long du processus de conception. Donc, il s'agit d'un processus de conception en quatre phases. Donc, l'exploration initiale. Donc, cette phase, elle vise notamment à identifier les besoins des utilisateurs, par exemple à travers l'observation des utilisateurs dans notre contexte. Notamment, on a participé à l'observation des élèves dyslexiques pendant des séances de rééducation, l'étude de documents ou bien des entretiens. Et on a la génération d'idées. Donc, cette phase, elle vise notamment à stimuler la créativité des participants pour générer des idées pour la conception, donc à travers notamment des sessions de brainstorming. Et aussi, on a le maquettage et le prototypage qui visent à proposer en fait ou bien structurer le contenu et proposer un premier jet de maquette. Donc, on peut proposer soit des storyboards, des maquettes ou bien un prototype interactif. Et la phase d'évaluation qui permet notamment d'évaluer le dispositif numérique. Ok.
Alors, dans le cadre de ce travail aussi, nous avons mobilisé le modèle et tout pour notamment étudier les facteurs qui déterminent l'intention d'utilisation des jeux sérieux par les élèves dyslexiques. Donc, c'était un modèle qui a été proposé par Venkatesh. Donc, selon ce modèle, l'intention d'utilisation en tant que variable à expliquer, donc c'est notre variable à expliquer, dépend de la performance espérée. Donc, ce sont les variables explicatives. Donc, la performance espérée, c'est notamment le degré. Je vais vous donner un exemple dans notre contexte. C'est le degré selon lequel les élèves perçoivent que l'utilisation du jeu sérieux va les aider à apprendre à lire, par exemple. Donc, c'est l'utilité. L'effort espéré, c'est le degré de facilité lié à l'utilisation de la technologie. Et là, quand je parle de la facilité d'utilisation, c'est pas par rapport à la facilité des activités d'apprentissage, mais notamment le côté utilisabilité de l'interface. Et l'intention d'utilisation aussi dépend de l'influence sociale, c'est notamment le degré selon lequel, par exemple, les élèves perçoivent qu'il est important que d'autres personnes croient qu'ils utilisent le nouveau jeu sérieux. Et l'utilisation réelle dépend de l'intention d'utilisation et de conditions facilitatrices, c'est notamment la disposition du matériel nécessaire déjà pour utiliser le jeu sérieux et l'aide nécessaire. Et le Venkatesh, en fait, elle propose aussi des variables modératrices. Donc, ce sont des variables qui peuvent agir sur la relation entre deux variables. Donc, le genre, c'est notamment pour voir s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. L'âge, on a par exemple différentes tranches d'âge. L'expérience, par exemple, avec des outils similaires. Et la volonté d'utilisation, c'est notamment l'utilisation de l'outil et dans un contexte obligatoire. Donc, pour mener à bien ce travail de recherche, nous avons utilisé la méthode TEDR. Donc, il s'agit d'un processus de recherche pour conduire, guider et tracer la recherche. Donc, il s'agit de traçabilité en fait est garantie à travers cinq sous-processus. Donc, on a la planification, l'expérimentation, le contrôle, l'adaptation et la valorisation. Ce modèle intègre la démarche de conception centrée utilisateur dans notre contexte, notamment la démarche de conception participative, et il implique des acteurs internes. Donc, on a le chercheur, le méthodologue, le concepteur, et des acteurs externes comme les utilisateurs finaux. Dans notre contexte, notamment les élèves dyslexiques et les orthophonistes. Et aussi, il s'appuie sur la surveillance de trois contextes, c'est notamment le contexte académique, technique et sociétal. Donc, pour ce travail, on avait deux itérations de la recherche. Donc, pour la première itération, elle avait deux objectifs. Donc, le premier objectif, c'était de concevoir le jeu sérieux. Et le deuxième objectif, c'était d'explorer les facteurs d'acceptabilité. Donc, c'était des études qui sont purement qualitatives. Et sur la base des résultats, nous avons mené par la suite une étude confirmatoire, donc c'est une étude quantitative pour étudier les facteurs d'acceptabilité. Alors, pour une meilleure compréhension de la recherche, donc là, j'ai choisi de vous montrer dès maintenant, en fait, le jeu sérieux. Donc, l'étude 1 et l'étude 2, en fait, ils ont permis de concevoir et d'améliorer ce jeu sérieux. Donc, sur la base des résultats, on a essayé de vraiment répondre au double objectif pédagogique et ludique. Là, par exemple, si je prends cette activité, l'enfant est amené en fait à entendre le mot, et ensuite à choisir la bonne réponse. Donc là, on a Wardatun, c'est normalement une fleur. Et là, en fait, on a des réponses. On a da, za, da. Donc, c'est vraiment des petites différences dans la prononciation. Et la bonne réponse, c'est notamment la première, Wardatun. Et pour l'aspect ludique, donc c'est notamment à travers des mécaniques de jeu, l'utilisation des récompenses, l'avatar et différents univers de jeu. Donc, l'objectif de la première étude, c'était de mettre en place un processus de conception d'un jeu sérieux avec la participation des utilisateurs, des professionnels de la santé, concepteurs et chercheurs. Donc, cette étude était en collaboration avec l'Association marocaine des difficultés et des troubles d'apprentissage à Casa.
Et notre processus de conception commence par l'exploration initiale à travers 5 sessions d'1 h et 15 minutes. Et l'objectif, c'était d'identifier le profil des utilisateurs et le contexte d'utilisation, explorer les attentes et les besoins des utilisateurs finaux. Pour l'équipe, elle se compose de 3 orthophonistes, un concepteur et 5 enfants dyslexiques. Donc, pour cette phase, le concepteur a assisté à des séances de rééducation, ce qui a permis en fait de d'identifier les besoins des utilisateurs. Et les orthophonistes sont ensuite interviewés sur les problèmes rencontrés par ces élèves et les besoins que ces problèmes en fait entraînent. La deuxième phase, c'était la génération d'idées à travers 4 sessions d'1 h et 30 minutes. Donc, l'objectif était de préciser le scénario pédagogique, identifier la base de la conception d'un premier jet de maquette. Donc, pour l'équipe, c'était 2 orthophonistes, un concepteur et des enfants dyslexiques répartis en 2 groupes. Et c'était à travers des sessions de brainstorming qui ont été organisées avec les orthophonistes et les enfants. Et la troisième phase, c'est notamment les ateliers de conception à travers 3 sessions d'1 heure. Donc, l'objectif, c'était de co-concevoir et évaluer les maquettes. Donc, là, on a proposé 2 versions de maquettes avec des univers différents afin d'affiner ou bien de réfuter en fait les idées générées dans la deuxième phase. Et l'équipe de la conception, c'était le concepteur et 15 enfants dyslexiques répartis en 3 groupes. Et voilà, le concepteur là, il a présenté en fait 2 maquettes qui sont différentes et les enfants ont pu faire part de leurs préférences et les changements éventuellement souhaités. Et l'évaluation était à travers 3 sessions de 3 heures. Donc, l'objectif était d'évaluer et recueillir des suggestions et des préconisations pour le contenu pédagogique et la présentation de l'interface. Et l'équipe, c'était 3 orthophonistes et le concepteur. Et là, on a utilisé une grille d'évaluation proposée par Noger que nous avons adaptée à notre contexte. Et nous avons ajouté d'autres questions, notamment pour l'amélioration du contenu pédagogique, soit en termes de fréquence, activité, ou bien les types des erreurs en fait à remonter. Alors, l'exploration initiale a permis notamment d'observer les difficultés rencontrées par les enfants, par exemple des confusions, des inversions, des omissions. Et les orthophonistes ont dit qu'ils ont besoin des méthodes informatisées et des applications pour travailler avec les enfants. La phase de génération d'idées a permis notamment de générer des idées pour les activités d'apprentissage. Donc, au total, on avait 5 activités d'apprentissage: connaissance des lettres, conscience phonologique, orthographe, compréhension et des activités pour la mémoire. Et chaque activité d'apprentissage comprend 2 à 3 tâches d'apprentissage. Et chaque activité se concentre sur certains problèmes à résoudre, donc notamment par exemple des additions, inversions, substitutions, confusions, des problèmes de mémoire ou bien des difficultés au niveau de la compréhension. Et la participation des enfants était enrichissante pour notamment l'aspect ludique du jeu sérieux. Donc, ils ont proposé par exemple l'histoire du jeu, pardon. Donc, c'était l'histoire d'un petit enfant qui rêve de devenir un aventurier célèbre et ses amis se moquent en fait de lui et de ses capacités. Je peux dire que c'était une histoire qui a été euh, qui reflète en fait leur vécu aux écoles. Ils ont proposé aussi différents types d'activités, glisser, déposer, des aventures. Par exemple, les orthophonistes, ils ont proposé la possibilité de réécouter en fait les consignes et la prononciation des mots et des phrases, l'affichage des missions, l'affichage de la progression des élèves et un bilan type des erreurs commises. Et les enfants, ils ont proposé, par exemple, des environnements de jeu différents, ajouter différentes récompenses, des applaudissements, des commentaires encourageants, même dans le cas d'erreur, et aussi l'ajout des animations, des icônes et des boutons animés. Et l'évaluation par inspection a permis notamment d'améliorer le contenu pédagogique en termes d'enchaînement et de fréquence.
L'utilisabilité de l'interface, par exemple, ils ont proposé d'éviter des arrière-plans surchargés, d'utiliser des rubriques, introduire des feedbacks positifs et des récompenses pour motiver et augmenter l'engagement. Et la deuxième étude avait pour objectif de repérer les facteurs de l'intention d'utilisation d'un jeu sérieux, construire le modèle de recherche et les échelles de mesure de l'étude 3. Donc, les participants étaient 15 enfants dyslexiques entre 8 ans et 12. Et je peux dire c'est c'est le même échantillon qui ont participé aux ateliers de conception. Et nous avons opté sur des entretiens semi-directifs à l'Association marocaine des troubles et des difficultés d'apprentissage. Donc, pour analyser le corpus, nous avons utilisé une analyse thématique manuellement. Donc, dans un premier temps, nous avons repéré les segments pertinents de chaque participant. Donc, par exemple, on a le participant 1 qui a dit ce jeu m'aiderait à apprendre. Je vais apprendre beaucoup de choses, je veux réussir. Ensuite, nous avons fait un regroupement en sous-catégories et ensuite un regroupement en catégories thématiques avec le calcul de nombre d'occurrences et de rations. Donc là, par exemple, aide pour l'apprentissage, obtenir des bons résultats, apprendre, ça reflète la performance espérée. Il serait amusant, en s'amusant, en jouant. Je vais m'amuser, ça reflète le plaisir perçu. Donc, pour les résultats, 80% des élèves ont l'intention d'utiliser le jeu sérieux, 20% n'ont pas l'intention de l'utiliser. Et pour les facteurs d'acceptabilité, donc 29% pour la performance, donc là, les élèves perçoivent que le jeu va les aider à apprendre à lire, 27% pour le plaisir perçu de l'utilisation de la technologie, 22% pour l'effort espéré, donc est-ce que le jeu serait facile à utiliser ou non, 15% pour les conditions facilitatrices, notamment la disposition du matériel nécessaire. Notamment, il y a des élèves qui m'ont dit, oui, je veux bien utiliser si j'ai une tablette, par exemple. Et 5% pour l'expérience avec des outils similaires et 2% pour l'influence sociale. Donc, il y avait une élève qui m'a dit, je vais utiliser le jeu, c'est ma collègue va l'utiliser. Voilà. Donc, les résultats de l'étude 1 et 2 ont permis notamment de concevoir le jeu sérieux et de l'améliorer dans les différentes phases de conception. Et l'intention d'utilisation semble dépendre de la performance espérée, l'effort espéré, les conditions facilitatrices, l'influence sociale, l'expérience avec des outils similaires et le plaisir perçu, donc notamment les travaux de Davis. Donc, cette étude, en fait, ouvre des perspectives intéressantes, mais il est important de comprendre comment les élèves dyslexiques perçoivent, acceptent ou bien refusent une nouvelle technologie. Ce qui nous amène à la troisième étude, donc il s'agit d'une étude confirmatoire. Donc, l'objectif, c'est d'étudier les facteurs influents sur l'intention d'utilisation d'un jeu sérieux. Donc, nos hypothèses que l'intention d'utilisation dépend de la performance espérée, l'effort espéré, l'influence sociale, les conditions facilitatrices et le plaisir perçu. Et l'effet de la performance espérée sur de l'effort espéré, l'influence sociale et le plaisir perçu sur l'intention d'utilisation sera modéré par le genre, de sorte qu'il y aura une différence entre les filles et les garçons. Et l'effet de l'effort espéré, l'influence sociale et le plaisir perçu sur l'intention d'utilisation sera modéré par l'expérience avec des outils similaires. Donc, les participants, c'était 205 élèves dyslexiques de l'Association marocaine des troubles et des difficultés d'apprentissage à Casa. Et nous avons utilisé des questionnaires. Donc, les questionnaires, elles comportent trois parties. La première partie pour identifier si les élèves ils ont déjà une expérience avec des outils similaires ou non. La deuxième partie, c'est notamment pour les échelles de mesure pour les facteurs d'acceptabilité. Et la troisième partie pour les informations démographiques. Donc,
Sur la base des résultats, l'intention d'utilisation dépend de la performance espérée, l'effort espéré, le plaisir perçu. Par contre, il n'y a pas un effet statistique qui est significatif pour l'influence sociale et les conditions facilitatrices. Pour les effets d'interaction, on peut observer des effets positifs pour l'effort espéré et l'expérience et le plaisir perçu et l'expérience en relation avec l'intention d'utilisation. Donc, l'intention d'utilisation de Superlexia dépend de la performance espérée, l'effort espéré, le plaisir perçu, et l'effet de l'effort espéré et le plaisir perçu est modéré par l'expérience. Alors, notre modèle explique 67% de la variance de l'utilisation. Cette valeur est proche en fait de modèle Ito qui explique 70% de la variance de l'intention d'utilisation. Cependant, je peux dire que euh, on peut différencier entre trois temps dans l'évaluation de l'utilisation d'une technologie. Donc, on a l'acceptabilité et on a l'acceptation après l'utilisation effective de la technologie. On a ce qu'on appelle l'appropriation lorsque l'utilisation devient une habitude chez l'utilisateur. Donc, il est intéressant de mener en fait cette étude dans différents temps pour peut-être on peut identifier d'autres facteurs qui n'existaient pas dans cette étude. Et ces études ont permis notamment de mettre en lumière l'importance de mutualiser les compétences multidisciplinaires en ergonomie et HM, en sciences de l'éducation et en orthophonie. Et aussi, ils ont montré la complexité de la démarche de conception qui dépend de l'ensemble des facteurs psychologiques et ergonomiques découlant du contexte. Et je passe la parole à ma collègue. Je prends la suite et je vais me lever parce que j'ai l'habitude de... Ah non, non, c'est plus... Voilà. Sinon, je vais vous endormir. Je vais vous parler un petit peu des particularités des manifestations de la dyslexie dans un contexte de bilinguisme avec des enfants qui sont arabophones, qui ont l'arabe pour première langue et le français en tant que langue seconde. Ce questionnement-là, il part d'un travail de thèse aussi, qui découlait de ma pratique d'enseignante de français langue étrangère, où j'avais des enfants qui venaient faire cours et qui avaient des développements très différents les uns des autres, des enfants allophones qui ne développaient pas à la même vitesse, n'apprenaient pas le français à la même vitesse, qui avaient des difficultés, mais très différentes les uns des autres. Et je me suis demandé, je me suis dit que finalement, c'est pas parce que l'enfant s'approprie le français parce qu'il est bilingue qu'il ne peut pas avoir de troubles. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à l'identification des enfants qui sont apprenants du français langue seconde et qui sont porteurs de dyslexie. Ça s'est fait aussi suite à une réflexion que j'ai eue avec des collègues en psycholinguistique et à la fac de médecine qui me disaient, ben voilà, nous on sait pas faire la part entre bilinguisme et trouble du langage, on sait pas. Alors là, je me suis dit, ben voilà, c'est ce qui m'intéresse, je vais creuser. Donc, comment est-ce qu'on va différencier ce qui relève de difficultés qui sont inhérentes à l'appropriation du français langue seconde de ce qui relève de difficultés en lien avec une pathologie du langage écrit? Puisqu'on l'a vu ce matin, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, le 3 présentations ont déjà montré que finalement, quand une autre langue est en cours d'appropriation après la petite enfance, après que les bases de la première langue aient été posées, eh bien, on a des enfants bilingues successifs. Moi, j'appelle ces enfants bilingues successifs, c'est comme consécutif, même chose, qui peuvent avoir des difficultés touchant les mêmes domaines langagiers que les enfants monolingues porteurs de dyslexie. Ils peuvent avoir des difficultés en phonologie, en perception et production de paroles, et ça, je vais le montrer tout à l'heure, en vocabulaire, en morphosyntaxe, en compréhension orale. Donc, je ne m'étends pas puisque ça a été dit ce matin. Alors, si on s'intéresse à leurs habiletés phonologiques, à leur phonologie, il y a des études qui nous montrent que des enfants bilingues vont effectuer aussi bien des tâches de segmentation phonémique
que des enfants monolingues, et même mieux, celles qui portent sur des pseudomots, des négatomes, et qui sont plus performants dans les tâches de localisation et de suppression des phonèmes. Je vous dis ça, mais je triche. Parce que je triche quelque part, parce qu'en fait, l'étude de Penebo, ces études-là, elles ont été menées auprès d'enfants bilingues qui n'étaient pas successifs, qui n'étaient pas consécutifs, c'était des très jeunes enfants. Bon, mais il y a eu d'autres études effectuées qui montreraient qu'il y a quand même des capacités méta euh, chez les enfants bilingues, y compris bien sûr les enfants bilingues successifs. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte quand on regarde la littérature internationale que dans toutes les langues étudiées, les enfants dyslexiques, donc la dyslexie se manifeste de différentes façons, ça peut se manifester de différentes façons, si la langue est transparente, si la langue est opaque, selon les caractéristiques de chaque langue, elle va se manifester de différentes façons, mais dans toutes les langues étudiées, on s'est rendu compte que les enfants dyslexiques ont des faiblesses marquées en matière d'habileté phonologique, donc des difficultés notamment à manipuler les unités fines, les unités phonémiques, donc par exemple une tâche comme enlever le premier son d'un mot, ça va être compliqué. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure, vous l'entendrez. Donc, difficultés marquées en habileté phonologique et dans des tâches qui nécessitent de faire appel aux représentations phonologiques, notamment la mémoire à court terme phonologique et la dénomination rapide. Vous savez, donc, ça a été dit aussi ce matin, chez les dyslexiques bilingues, il y a des difficultés dans les deux langues. Quand on est dyslexique, on est dyslexique dans les deux langues. Si on a un trouble spécifique du langage écrit, voilà, c'est vraiment dans les deux langues. D'accord? On ne va pas avoir une langue avec trouble, une autre langue sans trouble. Alors, ils ne comprendront pas en ligne. Hein. Terrible ça. J'ai un public. Alors, oui, qu'est-ce qu'une appropriation typique en langue seconde chez un enfant qui apprend une autre langue après que les bases de sa première langue aient été posées? Ah, c'est très difficile à caractériser. Donc, c'est difficile de dire, ah ben, voilà, c'est comme ça que l'enfant va développer sa deuxième langue ou sa troisième langue. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de facteurs qui influent sur l'appropriation de la langue seconde. On en a parlé ce matin, hein, l'âge de début d'appropriation, en vitesse et en précision, le contexte d'appropriation, est-ce que c'est non plus si on dit encore, on ne va pas rentrer. Le niveau du développement de la langue d'origine au début de l'appropriation, la distance typologique entre les langues, l'aptitude linguistique. Il y a encore plein d'autres facteurs en fait, donc c'est compliqué en fait de donner des repères. Souvent on nous dit mais qu'est-ce que c'est un développement typique? Où est-ce qu'il devrait en être à tel moment cet enfant? Ben, c'est compliqué de donner des repères fiables, précis. Mais bon, de façon générale, pour un enfant bilingue successif, euh, alors une prononciation fonctionnelle, pour moi c'est voilà, c'est efficace, il se fait comprendre, on s'en fiche s'il dit j'ai euh, s'il confond le gant et le bon, ben, on comprendra selon le contexte ce qu'il veut dire. Donc, en quelques mois, l'enfant va pouvoir acquérir une prononciation fonctionnelle. Bon, alors encore, vous voyez que c'est une étude anglophone. Nous, en français, il n'y en a pas énormément qui ont été faites. La morphosyntaxe, ben, ça coûte temps. On en a parlé aussi ce matin, mais les articles contractés, là, voilà, on a plein d'enfants. De la salade, c'est pas facile. Je veux du salade. J'ai entendu beaucoup de fois. Donc, la morphosyntaxe, ça prend entre 3 et 5 ans. Le vocabulaire, c'est encore plus long, puisqu'on a plein d'études qui nous disent qu'après 6 ou 7 ans de scolarisation, bah, l'enfant va toujours avoir un décalage entre son vocabulaire en seconde et celui qu'aurait un natif. Mais ça, c'est vraiment des repères très généraux et il y a énormément de variabilité en fonction de plein de facteurs. Je vais vous présenter quelques-uns et il en existe d'autres. Donc voilà, c'est vraiment très général. Alors, en 2019, j'ai commencé une étude qui visait à voir, enfin, qui
souhaitait travailler sur l'identification de marqueurs permettant de mettre en évidence un trouble du langage écrit chez des enfants bilingues dyslexiques apprenant du français en tant que langue seconde. J'ai mené une étude qualitative, j'ai observé peu d'enfants, très peu d'enfants. J'ai observé 8 enfants, et pas tous, 2 enfants arabophones qui avaient le français comme langue seconde qui étaient dyslexiques. 2. Étude qualitative, ces enfants, ils étaient nés en Algérie, tous dans la même région, dans la région Constantine. Ils étaient arrivés en France entre 5 ans et demi et 6 ans. Ils avaient tous l'arabe comme langue première, le français comme langue seconde, en train de développer. Et donc, j'ai étudié des enfants, alors, monolingues dyslexiques, et puis des bilingues non dyslexiques, et, qu'est-ce que j'oublie? Tout, non? Et des bilingues dyslexiques. Mais je l'avais dit au début. Alors, j'ai regardé un petit peu la parole spontanée, ce qui se passait quand ils parlaient en français. Et on a regardé leur performance dans une expérimentation qui a été passée dans les 2 langues pour les enfants bilingues. On regardait un petit peu la perception, la production de parole, les habiletés phonologiques, la lecture, la production orthographique. J'ai fait avec ce que j'avais parce que je suis pas orthophoniste, je pouvais pas, il faut qu'on travaille ensemble, c'est pour ça que c'est important. Je vous présente simplement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous présente simplement quelques résultats saillants de cette étude. On s'est rendu compte que pour les enfants bilingues dyslexiques, donc dyslexiques, ils avaient des scores faibles à très faibles en discrimination phonologique. Vous avez là les scores qui ont été obtenus je ne sais pas si vous connaissez, c'est plus utilisé maintenant, mais le LPP2. Et on voit donc qu'il y a eu des difficultés avec un effet quand même de la vitesse qui a impacté les performances des enfants. Donc, vous voyez, en haut, les enfants dyslexiques, 29 sur 72 au total. Hein. 29, ils ont réussi. Il fallait qu'ils discriminent, qu'ils disent pareil, pas pareil. Vous entendez des items, des logatos, mais il fallait dire pareil, pas pareil. Donc, avec des scores faibles à très faibles, en répétition de mots et de logatomes, ce qu'on relève, d'abord, c'est des substitutions qui sont liées à l'influence phonético-phonologique de l'arabe. Et puis, on a aussi des omissions, des ajouts qui sont liés aux différences entre les contraintes phonotactiques des langues. Par exemple, c'était un petit peu difficile pour nos enfants en français de répéter bibliothèque, c'était pas facile. Ou alors, quand il y avait 3 consonnes, pas facile de répéter 3 consonnes. Ça a été identifié chez tous les enfants bilingues, 10 et non 10, mais par contre, on a marqué des erreurs qui étaient vraiment spécifiquement produites par les dyslexiques, les bilingues dyslexiques, et qui étaient des erreurs, enfin, par les dyslexiques en fait, tous, qui étaient des erreurs séquentielles d'inversion en répétition de logatomes. Par exemple, on veut dire bibliothèque, bibliothèque. On va inverser des sons comme ça. Ça, c'était vraiment particulier parce qu'on le retrouvait dans les 2 langues pour les bilingues. Et ça, ces erreurs-là, pour nous, elles étaient, on s'est dit que voilà, c'est un marqueur c'était atypique. On voit aussi des faiblesses importantes en manipulation d'unités phonémiques dans les 2 langues, et je vais vous faire écouter un petit extrait d'un enfant qui donc doit isoler, il doit enlever le phonème initial des mots. Donc, bon, ben, ça lui a été réexpliqué et réexpliqué, mais très difficile. Et je pense que c'est assez caractéristique aussi, si on veut. On n'entend pas. Ah, c'est peut-être parce que je suis là. Mais si je fais ça. Hop, ça ne peut que marcher.
Non, c'est pas grave. Ah, je sais, je vais faire ça. Alors, on va écouter. Hop. Qu'il enlève le premier son. C'est difficile, hein? Vraiment difficile. On voit là, les... bon, vous aurez le tout après, mais voilà, on voit les difficultés en fait en, en manipulation d'unités phonémiques. C'est vraiment compliqué, surtout au niveau phonémique, hein, parce que au niveau syllabique, bon voilà, c'est une chose, mais au niveau, pour isoler un son, et surtout quand on a deux consonnes, là, trou, bon. Euh, Ouais, voilà, où est-ce qu'on en est? On en est là. Donc, au niveau de la lecture, chez ces enfants, on retrouve aussi un nombre important d'erreurs phonémiques en lecture de mots réguliers et irréguliers et de legato. Alors, d'une part, on voit qu'il y a des erreurs chez les enfants qui sont bilingues qui peuvent être attribuées à la distance typologique entre les systèmes phonético-phonologiques des langues. Par exemple, bon, l'enfant, il va nous lire savant pour savon. OK? Donc ça, on va le retrouver. Mais il y a des choses, encore une fois, qu'on va retrouver seulement chez les enfants qui sont porteurs de dyslexie. C'est notamment le cas de l'omission de graphet et des substitutions de mots, comme par exemple dire, voir contagieux et dire montagne. Okay? Substituer totalement le mot. Et puis, on voit en fait que c'est seulement chez les bilingues dyslexiques qu'on a des faiblesses à la fois au décodage et en reconnaissance orthographique. On avait vu, hein, le vocabulaire, le lexique est un peu moins peut-être développé chez nos enfants qui sont en train d'apprendre le français langue seconde. Donc oui, en reconnaissance orthographique, c'est pas formidable chez les enfants bilingues non dyslexiques, mais en décodage, c'est tout à fait bon. C'est-à-dire que ce sont des bons décodeurs qui codent aussi bien que la lecture de texte, ben voilà, on retrouve des caractéristiques vraiment qu'on trouve chez tous les dyslexiques. C'est une lecture lente et hachée, avec un chiffrage qui n'est pas automatisé, et puis beaucoup d'erreurs phoniques. Et je termine avec les productions orthographiques qui sont quand même, pour moi, vraiment tout à fait particulières, puisque, donc, vous voyez, on va commencer par ici, on a là la production orthographique de mots irréguliers, ici d'un enfant arabophone dyslexique. Est-ce qu'il le voit en lui? Je demande. Ouais, peut-être, parce que je sais plus si... Excusez-moi, est-ce que vous voyez très bien la diapo? Parce que je suis pas sûre qu'on est vraiment... Regarde, est-ce qu'on partage bien le... Ah, si, je pense que c'est bon. Ah, parfait. Oui, en moins. Donc ici, production d'un enfant arabophone dyslexique, ici d'un enfant arabophone non dyslexique. Tous les deux, tous ces deux enfants qui étaient arrivés en France 2 ans auparavant. Et ben, donc ce qui a été dicté, seconde, monsieur, million, femme, ville, fusil, tabac, galop, août, parfum. Ce qui est vraiment particulier dans la production de l'enfant dyslexique, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs
qui compromettent la reconnaissance de la forme du mot. Par exemple, seconde, second, vraiment, ça n'a pas grand-chose à voir. Et il y a beaucoup d'erreurs comme ça qu'on retrouve dans leur production, qui font par exemple là, ville, vilge, vilge, voilà, beaucoup d'erreurs qui sont particulières quand même. Là, regardez, galop, ballon, c'est quelque chose, c'est des erreurs phonétiques qui sont quand même très très peu retrouvées chez les bilingues non dyslexiques, chez lesquels les erreurs les plus fréquentes, ce sont des erreurs finalement morphographiques, la plupart. Alors après, quand on leur demande de produire un texte de chronodictée, donc la phrase dictée, c'est un chevalier prend ses armes, car l'hiver, 30 dragons noirs chassent dans la ville morte de peur. Vous avez ici les productions de deux enfants arabophones, et ici vous avez, donc dyslexique, pardon, et là vous avez la production d'un autre enfant arabophone qui n'est pas dyslexique. Et encore une fois, on voit qu'il y a quand même des erreurs tout à fait spécifiques, tout à fait particulières, où on va avoir des mots qui n'ont pas grand-chose à voir avec, on a du mal à accéder à la forme du mot. Donc des erreurs phonétiques qui sont tout à fait... alors que là, finalement, voilà, dragon noir, chat, dans la ville morte de peur, on arrive, sinon, au niveau phonétique, ça va. Voilà. Euh, Voilà, donc les conclusions, c'est qu'on a essayé, on a vu, bien sûr, on avait très très peu d'enfants, mais c'est en ce moment en train d'être répliqué sur plus d'enfants. Mais on a vu quand même que on peut repérer des difficultés atypiques qui sont principalement en lien avec la phonologie, qu'on retrouve dans les deux langues chez les enfants bilingues non dyslexiques. Et on voit aussi en français des marqueurs de la dyslexie qui se retrouvent vraiment beaucoup dans les habiletés phonologiques et puis en lecture dans les erreurs phonémiques qui sont nombreuses, en orthographe dans les erreurs phonétiques. On s'appuie sur ces résultats-là pour aller vers ce que fait Nihal. Et on a mis en place le projet Superlexia bilingue. Et je vais m'arrêter là très vite parce qu'en fait, Superlexia bilingue, le projet, ben, c'est d'adapter le jeu sérieux que Nihal vous a montré pour l'aide à l'apprentissage de la lecture en français par des élèves dyslexiques bilingues arabe-français, dont le français est la langue seconde. Mais là, on va cibler les difficultés qui peuvent être rencontrées par ces enfants, puis on va leur proposer des activités adaptées. C'est un projet qui est financé par l'INSPE de Montpellier pour 2 ans et, quand même important, pour ce projet, le recrutement se poursuit. Donc, fait appel à vous. On a besoin d'enfants à observer. Donc, transmettez cet appel. On n'a pas beaucoup d'enfants pour l'instant qui participent au projet. J'ai trouvé 4 enfants pour le moment, mais c'est un projet qui a pris beaucoup de temps. On travaille avec des enfants, on doit passer devant le comité d'éthique. C'est un travail de toute façon, on a le temps. Mais voilà. Et je vous remercie, c'est l'heure, j'arrête.